créé sur Facebook un nouveau groupe qui s'appelle Francologie, Francophonie. J'ai éprouvé effectivement la nécessité d'ouvrir ce groupe, car la linguistique est une passion depuis des décennies chez moi. D'abord parce que j'aime beaucoup apprendre, pas mieux apprendre des langues étrangères, mais aussi parce que j'ai suivi pas mal de cursus linguistiques et j'ai rédigé pas mal de mémoires dans ce domaine. Et je pense que la linguistique m'inspire, même dans différents domaines, des expérimentations, des réflexions heureuses, et inversement d'ailleurs, l'étude d'autres domaines peut m'inspirer des observations pertinentes en linguistique. En tout cas, je ne dissocie pas la linguistique des autres sujets, ni dans le domaine de l'histoire d'ailleurs, car une de mes marottes, c'est effectivement de revenir dans le passé, de remonter le passé, de reconstituer le passé. C'est vrai pour l'astrologie, c'est vrai pour Nostradamus, c'est vrai pour la question du masculin et féminin. J'essaie de remonter aux origines des sociétés. Et cela vaut aussi pour la question des langues. J'ai une façon d'approcher les langues, de les décrire, qui m'est assez personnelle, je dirais, et qui est une recherche avant tout de cohérence et de structure. Alors, bien entendu, il y a des fragments structurels qui sont inhérents à l'étude des langues. Ce sont les grammaires, ce sont les déclinaisons, ce sont les accords, ce sont les conjugaisons. Mais force est de constater que dans bien des cas, les langues sont corrompues. Elles sont corrompues par les emprunts notamment, mais elles sont corrompues aussi parce que leur cohérence interne est considérablement souvent troublée et perturbée. Et donc le rôle du linguiste pour moi, c'est de reconstituer la genèse des langues, et la francologie, c'est l'étude de tout le champ de la langue française, c'est-à-dire d'une part la description de la langue française, la description de son évolution, la reconstitution de ses états les plus anciens, et puis d'autre part la question de son influence sur d'autres langues, qui est aussi un sujet tout à fait fantastique à étudier, car la langue française est une des langues qui a le plus exercé d'influence sur d'autres langues, notamment les langues européennes. C'est de façon tout à fait extraordinaire. Donc ce sont ces deux angles-là, et on peut parler d'ailleurs de francophonie de cette manière, si on voulait un peu exagérer, en incluant dans la francophonie les langues qui ont beaucoup emprunté au français. Et en ce sens-là, l'anglais ferait éventuellement partie de la francophonie. Voilà le champ qui est ouvert. Il est ouvert à des articles, il est ouvert à des vidéos. Alors je vais essayer d'esquisser quelques grandes lignes en vidéo pour ouvrir, pour déclarer et inaugurer l'ouverture de ce nouveau groupe qui a Facebook consacré à la linguistique francophone, française, francologique. J'ai publié différents textes sur différents sites, et j'ai pas fait beaucoup de vidéos jusqu'à présent sur ce sujet, et j'ai également publié des articles, notamment un particulièrement important,
qui est paru dans la revue française d'histoire du livre en 2011, je crois. Et je vais, bon, j'ai aussi pas mal d'ouvrages, de textes écrits et imprimés, mais qui n'ont pas été édités, et qui pourront peut-être un jour l'être. Alors comme ça, un peu en vrac, je vais donner un certain nombre de lignes de recherche, et notamment le fameux débat sur la question du signifiant et du signifié. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas du français, le français a produit beaucoup de mots, et beaucoup de signifiants. Il a le génie des mots. Et je trouve anormal que, si c'est un de mes thèmes favoris, que l'on ne fasse pas payer ces langues qui empruntent au français au prorata de leurs emprunts. C'est aujourd'hui faisable avec l'informatique, on peut effectivement calculer la quantité de mots français utilisés en anglais notamment, mais en allemand, mais en russe, et également éventuellement en d'autres langues, sans parler des langues dialectales comme l'arabe maghrébin. Et il y a aussi alors je rappelle aussi que ma grand-mère maternelle a été l'auteur à la fin de sa vie d'une méthode d'orthographe qui était assez puissante et qui étudiait notamment l'organisation de la langue française à sa façon. Elle s'appelait Sarah Moïse, mais elle signait d'un pseudo qui était Claude Jonquière. Elle est morte en 1957, elle était née en 1985, je crois. Et le signifiant est beaucoup plus important quelque part que le signifié au niveau de la création. Et il y a aussi cette notion justement de morphosémantique qui est très importante. La morphosémantique, ça nous renvoie à la question de la poésie. La morphosémantique, c'est la conviction que, selon laquelle les mots qui se ressemblent sont porteurs de significations proches. Et la poésie, c'est aussi une sorte de tentative, en travaillant sur le signifiant, notamment sur les rimes, sur les finales, une tentative pour retrouver une sorte de cohérence du savoir linguistique, si on peut dire. Savoir linguistique qui n'est pas lié à la signification des mots, mais la signification des mots n'est pas la structure elle-même, elle doit s'articuler sur la structure des signifiants, c'est-à-dire des mots, et non pas des interprétations des mots. Et dans ce sens-là, la langue française est beaucoup mieux lotie que la langue anglaise. Car la langue anglaise est quand même victime de ses emprunts. Parce que ça en fait une langue hybride. Et on peut être quand même très surpris, en tout cas très partagé, sur l'idée que la langue mondiale du XXIe siècle serait l'anglais. Je pense que tôt ou tard, les gens vont comprendre que ce n'est pas possible et que ce n'est pas compatible avec l'idée de la cohérence et de la technicité, sinon de la science. Donc il y a un savoir inhérent au langage, notamment au langage français, un peu comme, on parle beaucoup de la Kabbale et de la cohérence numérique de l'hébreu, bon, mais là, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la Kabbale française, si on peut dire. C'est-à-dire l'organisation de la langue française au niveau des mots écrits et non pas du signifié, qui pour moi est forcément associé quelque part à la notion orale. C'est-à-dire qu'il y a une tradition orale de la langue qui nous dit que, par exemple, tel mot a telle signification, ou que tel et tel mot qui sont complètement différents ont une signification proche.
prendre, on dit take, mais pour dire surprendre, on dit surprise. Bon, donc, on dit pour entreprendre, on dit enterprise, etc. Mais on dit entrepreneur. Et donc, en anglais, il y a plusieurs racines qui convergent autour de la même signification. C'est un peu gênant, alors qu'en français, les significations sont sous-tendues par la similitude des mots, leur dérivation, certes, mais leur similitude. Bon, je vais parler de ça, je ne vais pas développer, je lance un peu certaines idées. Il y a aussi des incohérences qui apparaissent dans la langue française quand on essaie de comprendre certaines choses. Ça ne vient pas à l'esprit immédiatement d'ailleurs, mais et j'y reviendrai dans une vidéo ultérieure. Mais même quand on regarde la question de l'article, des articles définis et indéfinis, c'est des choses qui sont tout à fait étranges, et surtout si on compare avec d'autres langues latines, c'est un peu plus cohérent. Mais malgré tout, la langue française est une langue qui ne se définit pas au sens strict du terme, mais qui dépend beaucoup des préfixes. Et les racines sont associées à des préfixes. Et à ce sujet, j'ai montré que les préfixes étaient en fait à l'origine des prépositions. C'est-à-dire que quand on pense au préfixe, on pense à quelque chose qui est collé devant le verbe, mais en réalité, ce sont des prépositions qui sont indépendantes et qui, à un moment donné, sont associées au verbe. Alors, un cas intéressant, c'est la préposition, alors, le préfixe re, le préfixe des. Alors, le préfixe des ou de devant un verbe indique la notion de départ, de détachement. Mais on le retrouve tout à fait dans la préposition de. Je m'en vais je sors de la maison. Le de la maison, c'est la même chose que le de se détacher. Alors, le re, par contre, on ne voit pas de préposition a priori qui serait séparée, qui serait préparée du verbe. Et la thèse que je soutiens, c'est que il y a dû y en avoir une, et qu'on retrouve cela dans arrière et dans le latin rétro. En anglais, on a rear, qui vient de arrière d'ailleurs, R-E-A-R, comme dans le film Rear de Hitchcock, je connais ce cours. Donc on a dans le cas du re français, qui veut dire répétition, mais qui en fait veut dire que je reviens en arrière, que je remonte en arrière. Et le re, c'est à la fois la nouveauté, mais c'est en réalité quelque chose qui se renouvelle, qui recommence. Eh bien, normalement, on devrait avoir le re, quelque chose qui ressemble au re, pour dire tout simplement que quelque chose est derrière ou en arrière. Effectivement, on a derrière, arrière, et avec le rière qui est à l'origine du RE, du RE préfixal. Voilà un exemple de ce genre d'anomalie alors, je n'ai pas de preuve absolue de ce que j'avance à ce stade-là, mais justement, je pense que mon type de raisonnement rétrospectif, c'est le cas de le dire, est tout à fait valable sur le plan méthodologique, et que l'on peut reconstituer des états antérieurs aux états connus de la langue française par ce genre de travail. Et à ce propos, justement, en anglais, il est évident que l'anglais, quand on emploie le mot departure, n'a pas le DE comme préposition. Ce qui fait, c'est-à-dire qu'il montre bien qu'il est dépendant de la langue française, mais qu'il lui l'a emprunté de façon assez
assez incohérentes. Et pour le RE, on a vu tout à l'heure que le RE qu'on retrouve en anglais dans return, par exemple, c'est à rapprocher de rear, qui veut dire retour, etc., arrière. Mais les Anglais n'utilisent pas le mot arrière de façon aussi fréquente que nous. Quand on dit arrière et derrière, eux ils disent behind, et qui n'a rien à voir avec la langue française. Alors, bon, ça c'est le champ de la morphosémantique, bien que, si j'insiste sur le fait que le primat du français est de l'ordre de l'écrit, et que la forme, disons, un petit peu orale est celle du signifié, je n'en pense pas moins que l'oral a probablement précédé l'écrit jusqu'à un certain point. Mais puis là-dessus, je ne vais pas y revenir, enfin j'y reviendrai à l'occasion. On ne sait pas très bien, il peut y avoir eu des inscriptions sur des pierres qui ont été ensuite seulement verbalisées, oralisées. Bon, ça reste en suspens. Donc je suis l'auteur de tentatives de description de la langue française, souvent d'ailleurs influencé par une approche comparative avec l'anglais. On sait par exemple que l'anglais a emprunté des formes françaises archaïques. Tous les mots, les verbes français en ED, par exemple, les verbes anglais en ED, les verbes faibles, sont tous d'origine française. Le ED, c'est devenu en français le E accent aigu. Et dans certains cas, on retrouve le ED pour désigner le participe qu'on retrouve d'ailleurs en italien, en espagnol, mais aussi dans les conjugaisons, en dehors de conjugaisons verbe, par exemple, écrit, c'est le T, le D, c'est le dental, c'est la même signification. Donc, toute la grammaire des mots, des verbes faibles, en anglais, regroupe d'ailleurs presque essentiellement des verbes d'origine française, mais ça s'est étendu même à des verbes qui n'ont rien à voir avec le français, comme wanted. Et donc on voit que les emprunts morphologiques, parfois, s'appliquent même à des mots qui ne viennent pas de la langue concernée. Mais globalement, la forme ED est une forme d'origine française, mais une forme archaïque. On retrouve parfois, par exemple, dans les blés, BLED, S. Alors, donc ça c'est un aspect que je vais aborder rapidement. Récemment, j'ai écrit un article que je mets en ligne d'ailleurs sur le groupe Facebook francologique. C'est la dialectique entre le L et le U. Vous savez qu'en français, beaucoup de mots sont écrits soit comme on dit à le, on dit de le, et non pas alors qu'en été, en français on dit au et du. Donc le U remplace le L. Et d'ailleurs, par exemple, on a le cas de L et E, où le féminin, par exemple ici, le féminin précéderait le masculin. D'une manière générale, le U est une voyelle et le L est une consonne. Et en français, on sait que les finales des mots suppriment la prononciation des consonnes. Donc, le français est une langue qui vocalise dans bien des cas, et le passage du L au U fait partie de cette vocalisation, c'est-à-dire de la remplacement de la consonne par la voyelle. Alors là aussi, il y a une question qu'on peut poser. Est-ce que c'est la forme L qui précède la forme U, ou l'inverse? Quand on fait de l'approche comparative, on voit bien qu'en italien, on a del et non pas du, et que très vraisemblablement, les formes en L, qu'on trouve notamment par exemple dans la forme singulier, qui devient U au pluriel, comme cheval, chevaux,
travaux, la forme, la forme en nu correspond à un stade second du développement de la langue française. Et ça signifie que la forme en général masculine est plus tardive que la forme féminine, que la forme plurielle est plus tardive que la forme singulière, etc. Vous voyez, c'est un exemple de recherche structurale qui va vers la diachronie, qui va vers la genèse des mots, et je pense qu'on pourrait déboucher effectivement sur une grammaire de la langue française qui serait une grammaire une genèse qui permettrait de restituer une langue française idéale. Parce que je pense que la langue française a tout intérêt, parce qu'elle est encore en très bonne forme, si on peut dire, elle a tout intérêt à se doter d'une structure tout à fait transparente. Ça va paraître révolutionnaire, mais c'est d'ailleurs sur ce point que je vais terminer, mais je pense que la langue est un outil comme un autre, et que si cet outil a des dysfonctionnements, il faut corriger l'outil. Je ne crois pas que la langue soit quelque chose de naturel, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui doit fonctionner tout seul, qu'on doit laisser se développer tout seul. C'est un point de vue que je refuse totalement, même s'il m'a mis à dos un certain nombre de linguistes. Je pense au contraire que l'avenir de la langue, de la conception de la langue elle-même, passe par la restructuration des langues. Demain, on exigera des langues totalement cohérentes. Et c'est en jouant cette carte-là que la langue française reprendra le dessus sur la langue anglaise.